La Russie, un pays vaste, froid et mystérieux, a été témoin de siècles d'histoire marquées par des lumières et des ombres. Parmi ses dirigeants les plus sombres et fascinants figure Ivan IV Vassilievitch, plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible, le premier tsar de l'histoire du pays. Ce surnom n'est pas fortuit. Terrible, dans ce contexte, ne fait pas référence uniquement à sa cruauté, mais aussi à son autorité imposante, presque divine, qui inspirait une crainte révérentielle. Pourtant, derrière cette façade de pouvoir absolu, se cachait un homme profondément insécure, paranoïaque et obsédé par le contrôle. Né en 1530, Ivan monta sur le trône à seulement 16 ans, en 1547, date à laquelle il décida de se faire couronner, non pas comme grand prince, mais comme tsar, un titre dérivé du latin César, établissant ainsi un lien entre sa lignée et l'ancien empire romain, tout en se conférant une légitimité impériale. Ce geste n'était pas symbolique seulement, il marqua le début d'une ère nouvelle pour la Russie, qui passait d'un conglomérat de principautés féodales à une monarchie centralisée sous l'autorité d'un seul dirigeant. Mais ce leadership allait être accompagné d'une tempête psychologique affectant autant son peuple que sa propre famille. Dès son jeune âge, Ivan subit des traumatismes profonds. Son père mourut alors qu'il n'avait que 3 ans, et durant son enfance, il fut maltraité par les familles boyardes, la noblesse russe, qui l'utilisaient comme pion politique tandis qu'elle luttait pour le pouvoir. Ces années d'humiliation et d'abandon forgèrent une âme blessée, remplie de ressentiment contre la noblesse et animée d'un besoin désespéré de prouver son autorité absolue. Durant ses premières années de règne, Ivan montra des signes d'être un réformateur brillant. Il créa le premier système postal russe, réorganisa l'armée et promouvit l'expansion territoriale. Il instaura également un code juridique écrit, une innovation révolutionnaire pour l'époque. Cependant, après la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, en 1560, tout changea. Beaucoup d'historiens pensent qu'Anastasia fut empoisonnée par des boyards rivaux, bien que cela n'ait jamais été prouvé. À partir de ce moment-là, Ivan bascula dans une spirale de paranoïa et de violence sans précédent. Pour contrôler la noblesse corrompue et maintenir l'ordre, Ivan créa un groupe spécial de serviteurs fidèles appelé l'Oprichnina, vêtus de manteaux noirs et montant des chevaux noirs, symbole du terror qu'il semait partout où il passait. Cette force opérait hors du contrôle judiciaire traditionnel et agissait comme une police secrète personnelle du tsar. Ses méthodes étaient brutales: exécution sommaire, confiscation de terres, torture. Et oui, dans certains cas, même faire bouillir ses ennemis dans de l'huile bouillante. Ce type de châtiment extrême n'était pas exclusif à Ivan, mais devint caractéristique de son régime. On raconte qu'il utilisait cette technique pour éliminer ceux qu'il considérait comme traîtres ou hérétiques, notamment au sein de l'Église orthodoxe russe. Le procédé consistait à plonger vivant la victime dans de grands chaudrons remplis d'huile ou de graisse animale bouillante. La mort était lente, douloureuse et exemplaire. Un message adressé à quiconque songerait à défier son autorité. Mais la violence d'Ivan ne se limitait pas à ses ennemis politiques. Sa colère s'abattait sans pitié sur son propre entourage, y compris sa famille. Dans un acte resté célèbre dans l'histoire et dans l'art russe, comme dans le tableau célèbre « Le tsar Ivan et son fils Ivan », d'Ilya Repin, le tsar tua accidentellement son fils et héritier d'un coup de bâton lors d'une violente dispute en 1581. Ivan avait accusé son fils de comploter contre lui et d'entretenir une relation interdite avec sa belle-fille. Le remords arriva trop tard. La vie d'Ivan le Terrible s'acheva en 1584, entouré de soupçons d'empoisonnement, bien que la cause officielle fût un accident vasculaire cérébral. Son héritage est complexe. D'un côté, il consolida le pouvoir de l'État russe et posa les bases de l'Empire futur. De l'autre, il laissa derrière lui une atmosphère de terreur, de peur et de méfiance, qui influencerait la politique intérieure du pays pendant des décennies. Mais,
qu'est-ce qui poussa Ivan à commettre de telles atrocités? Était-ce la folie, la paranoïa, un trauma accumulé ou simplement la soif du pouvoir absolu? Cette question nous invite à explorer plus avant l'esprit d'un homme qui vécut entre génie et démence. Pour comprendre le cœur sombre d'Ivan le Terrible, il faut pénétrer dans son esprit, un labyrinthe de peur, d'obsession et d'une soif inextinguible de contrôle. Mais ce n'est pas seulement sa psychologie qui modela son règne sanglant, ce fut aussi le contexte historique, la culture russe de l'époque et les influences extérieures qui entouraient le jeune tsar. La Russie du XVIe siècle était un creuset de traditions orthodoxes, d'influences mongoles et d'ambitions politiques. Ivan grandit dans un environnement où la violence et la trahison étaient monnaie courante. Sa mère, Elena Glinskaya, avait été régente jusqu'à sa mort quand il avait à peine 8 ans. Beaucoup pensent qu'elle fut empoisonnée. Après sa disparition, les boyards prirent le dessus, laissant Ivan pratiquement abandonné. Ce vide affectif et politique planta en lui une profonde méfiance vis-à-vis de la noblesse, qui deviendrait plus tard l'un des moteurs de sa rage meurtrière. Mais ce n'est pas seulement la trahison aristocratique qui marqua Ivan. Il y avait aussi sa vision religieuse du pouvoir. Pour lui, être tsar n'était pas qu'un titre politique, c'était une mission divine. Il se voyait comme le défenseur de l'Église orthodoxe russe, choisi par Dieu pour préserver l'ordre moral et spirituel du royaume. Cette idée messianique lui donna une justification morale pour justifier toute action violente nécessaire à la protection de la foi et de l'État. En effet, Ivan n'hésitait pas à condamner à mort des clercs corrompus ou des hérétiques. Et bon nombre de ses exécutions incluaient des méthodes effroyables comme celle du bouillonnement dans l'huile. L'Église joua un rôle double dans sa vie. D'un côté, elle fut une source de stabilité et un guide spirituel. De l'autre, un champ de bataille constant entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir royal. Ivan en vint à s'opposer directement à des figures religieuses influentes, surtout lorsque celles-ci remettaient en question ses décisions ou critiquaient les massacres perpétrés par l'Oprichnina. Certains évêques furent exécutés, d'autres emprisonnés, et d'autres encore purement et simplement disparus. Mais pourquoi recourir à des méthodes si extrêmes? La réponse semble résider dans sa paranoïa maladive. Ivan vivait constamment sous la menace de conspiration. Chaque regard, chaque murmure, chaque mouvement d'un noble pouvait être interprété comme un signe de trahison. Dans son esprit, il ne gouvernait pas seulement la Russie, mais menait une guerre permanente contre des forces obscures cherchant à le détruire. Cette mentalité l'amena à créer l'effrayante Oprichnina, un corps spécial de serviteurs loyaux, agissant comme une garde prétorienne, dotée d'un pouvoir absolu. Les Oprichniki ne poursuivaient pas seulement les traîtres, ils suscitaient également la terreur dans toute la population. Ils marchaient en procession sinistre, portant des capes noires, montant des chevaux noirs et arborant des crânes ornés d'un balai et d'une éponge. Des symboles signifiant balayer la Russie des ennemis et absorber leurs biens. Leurs actions n'avaient aucune limite légale ni morale. Ils pouvaient envahir des maisons, arrêter des personnes sans jugement, confisquer des terres et même tuer. Et oui, dans certains cas, ils utilisaient des méthodes grotesques comme la cuisson dans l'huile, comme forme d'exécution publique et de dissuasion. Ce type de torture n'était pas exclusif à la Russie, mais sous les ordres d'Ivan, il atteignit un niveau de symbolisme brutal. L'huile bouillante était perçue comme une forme perverse de purification. Celui qui était coupable brûlerait littéralement en enfer sur terre. C'était une manière de montrer qui commandait, qui jugeait et qui décidait de la vie ou de la mort. Pourtant, derrière cette façade de cruauté, existait un homme profondément solitaire. Ivan rédigea des lettres personnelles qui révèlent un côté vulnérable, plein de doutes quant à son destin et à sa relation avec Dieu. Dans ses missives, il exprimait des sentiments d'abandon, de lutte constante contre des forces invisibles et de douleur liées à la perte de ceux qu'il aimait. Il alla même jusqu'à s'exiler volontairement de Moscou en 1579, menaçant d'abdiquer après un conflit avec l'Église.
ce qui paralysa complètement le pays. Son mariage avec Anastasia Romanovna fut peut-être le seul refuge émotionnel qu'il eut. Intelligente et charismatique, celle-ci exerça une influence modératrice sur Ivan. Sa mort, suspecte et opportune, fut le déclencheur de sa chute finale dans la folie. Sans elle, rien ne le retenait. Les purges s'intensifièrent, l'Oprichnina devint encore plus impitoyable, et la peur s'installa dans tous les coins du royaume. Mais Ivan était-il vraiment un fou incontrôlable, ou plutôt un génie machiavélique qui utilisa la terreur comme outil politique? Cette question nous mènera à explorer comment le tsar réussit à étendre le territoire russe tout en plongeant le pays dans une atmosphère constante de peur. Malgré le chaos interne et la terreur qu'il sema parmi son propre peuple, Ivan le Terrible n'a pas seulement consolidé le pouvoir de l'État russe, il l'a aussi élargi de manière spectaculaire. Sous son règne, la Russie cessa d'être une puissance régionale pour devenir un empire aux ambitions continentales. Mais cette expansion ne fut ni le fruit du hasard, ni le résultat d'alliances diplomatiques bienveillantes. Elle fut, en grande partie, le produit de campagnes militaires brutales, de stratégies implacables et d'une vision impériale qui plaça la Russie sur la carte comme une force à ne pas négliger. L'un des exploits les plus marquants d'Ivan fut la conquête du Khanat de Kazan en 1552, un territoire musulman situé dans la région de la Volga, historiquement un point de conflit entre les Russes et les Tatars. La prise de Kazan ne fut pas seulement une victoire militaire importante, mais aussi un acte symbolique. Elle marquait la fin de l'influence tatar-mongole sur la Russie, influence qui pesait sur les élites russes depuis des siècles. Ivan dirigea personnellement le siège, utilisant une artillerie avancée et des tactiques modernes pour briser les défenses de la ville. Ce qui suivit fut un massacre. Des milliers de Tatars furent exécutés, d'autres vendus comme esclaves, et le reste fut chassé ou assimilé. Cet événement ne fut pas isolé. Peu après, en 1556, Ivan conquit le Khanat d'Astrakhan, un autre avant-poste tatar stratégiquement situé près de la mer Caspienne. Avec ces deux victoires, il prit le contrôle de toute la vallée du fleuve Volga, assurant ainsi des routes commerciales vitales et établissant une frontière naturelle qui renforçait considérablement le royaume. De plus, ces triomphes permirent la migration russe vers de nouvelles terres, jetant les bases de l'expansion future vers la Sibérie. Mais si un front révéla clairement l'ambition impériale d'Ivan, ce fut la grande jardin nordique, la région baltique. Le tsar désirait accéder à la mer, et pour cela, il devait contrôler des villes comme Narva, Polotsk et surtout Riga, clé du commerce européen. Pour atteindre cet objectif, il engagea une guerre longue et éprouvante contre une coalition formée de la Lituanie, de la Pologne, de la Suède et du Danemark. La guerre de Livonie, 1558 à 38. Cette campagne débuta par des victoires rapides. Les forces russes prirent des forteresses importantes et il semblait qu'Ivan était sur le point de réaliser son rêve maritime. Cependant, très vite, la situation se dégrada. Ses adversaires occidentaux résistèrent si mieux grâce à une meilleure organisation militaire et un soutien financier plus fort. En outre, Ivan commit de graves erreurs stratégiques, comme s'aliéner les possibles alliés locaux et appliquer des politiques de terre brûlée qui affectèrent ses propres approvisionnements. La guerre s'éternisa pendant des décennies, épuisa les ressources et se termina sans que la Russie obtienne un accès direct à la mer Baltique. Pendant ce temps, à l'Est, Ivan donna son feu vert à une nouvelle forme d'expansion, l'exploration et la colonisation de la Sibérie. Bien qu'il n'en ait pas vu la fin, son soutien à des figures comme les frères Stroganov et aux mercenaires Cossack Yermak. Timofeïevitch posa les bases de la conquête progressive de la Sibérie. Yermak mena une expédition armée qui vainquit le Khanat de Sibir en 1581, ouvrant ainsi la voie à l'annexion progressive de vastes territoires en Asie. Mais cette expansion n'alla pas sans coûts humains immenses. Tout comme à Kazan, les populations locales étaient systématiquement soumises, asservies ou éliminées. Toute résistance était écrasée avec une extrême violence. À plusieurs reprises,
Ivan ordonna des massacres collectifs en guise d'avertissement. Qui résiste, meurt. Cette politique de la terreur fonctionnait, mais elle alimentait également un ressentiment qui finirait par exploser. Ivan n'a pas seulement étendu géographiquement son empire, il a aussi transformé sa structure interne. Il créa une administration plus centralisée, diminua le pouvoir local des boyards et établit une armée professionnelle basée sur le service obligatoire de la petite noblesse, les Dvorianes. Ce changement fut crucial. Il offrit au tsar une armée loyale et efficace, éloignée des ambitions personnelles de la noblesse traditionnelle. Pourtant, derrière chaque victoire militaire, derrière chaque avancée territoriale, se cachait une constante, la peur. Peur de perdre le contrôle, peur des trahisons, peur que tout son héritage soit détruit par ceux-là même qui se trouvaient derrière ses propres murs. Cette peur l'amena à commettre des actes terribles, y compris au sein de sa propre famille. Sa paranoïa ne se limitait pas aux nobles ou au clergé. Elle s'étendait à son entourage immédiat, même à ses propres fils. Si un chapitre de la vie d'Ivan le Terrible est resté gravé dans la mémoire collective russe, c'est bien la mort de son fils et héritier, Ivan Ivanovitch, en 1581. Cet événement tragique fut non seulement une catastrophe familiale, mais aussi un moment symbolique de l'état mental du tsar. Un homme si dominé par la peur, la jalousie et la paranoïa, qu'il finit par tuer de ses propres mains celui qui devait lui succéder. Tout commença lors d'une violente dispute entre père et fils. Le jeune Ivan, âgé de 27 ans, était connu pour son tempérament modéré, son intérêt pour la diplomatie et sa préoccupation pour le bien-être du peuple, une attitude radicalement opposée à la politique répressive de son père. Cette nuit-là, selon les témoignages de l'époque et les récits historiques ultérieurs, le conflit éclata lorsque le tsar accusa son fils d'entretenir une relation interdite avec sa belle-fille, Maria Nagaya, qui devint plus tard l'épouse officielle d'Ivan après la mort de son fils. Mais certaines versions indiquent aussi que la discussion portait sur le traitement brutal infligé aux paysans sous le régime de terreur de l'Oprichnina. Quel que soit le déclencheur exact, l'affrontement monta rapidement en intensité. Ivan, pris de l'une de ses habituelles crises de rage, souleva son bâton hérissé d'une pointe de fer acérée et frappa son fils à la tête. La blessure fut mortelle. Ivan tomba à terre, couvert de sang, tandis que son père, saisi de panique et de remords, tentait d'arrêter l'hémorragie avec ses propres mains. En vain, l'héritier mourut quelques heures plus tard. Ce moment resterait à jamais gravé dans l'histoire russe grâce au célèbre tableau « Le tsar Ivan et son fils Ivan », peint par Ilya Repin en 1885. On y voit le visage terrifié et abattu d'Ivan, le Terrible, tenant dans ses bras son fils agonisant, taché de sang, avec un regard chargé d'horreur. L'œuvre fit un tel impact qu'elle fut attaquée physiquement à plusieurs reprises par des manifestants russes, nécessitant même plusieurs restaurations après avoir été poignardée en 2018. Mais cette tragédie n'était pas un fait isolé. Ivan avait déjà perdu un autre fils, Dmitri, son cadet, né de son 3e mariage avec Maria Nagaya. Dmitri n'avait que 8 ans lorsqu'il mourut en 1591 dans des circonstances suspectes à la ville d'Ouglitch. Selon les versions officielles, il se serait suicidé accidentellement en jouant avec un couteau, mais beaucoup crurent qu'il avait été assassiné sur ordre du tsar ou de l'un de ses hommes. Cette mort provoqua des émeutes populaires à Ouglitch, où les citoyens tinrent le tsar responsable de la mort de l'enfant. Cet événement devint connu sous le nom d'« énigme d'Ouglitch » et posa les bases de l'une des plus grandes crises dynastiques de l'histoire russe, la période dite du temps des troubles. Avec la mort de ses 2 fils mâles, Ivan le Terrible laissa un vide successoral qui marquerait le destin de l'Empire. À sa mort en 1584, le trône passa à son dernier fils survivant, Fiodor Ier, un homme faible et malade, dépourvu de compétences politiques. Sous son règne, le pouvoir réel revint à son beau-père, Boris Godunov, germe d'une décennie de chaos politique qui conduirait à l'apparition de faux tsars, à des invasions étrangères et à des famines historiques.
Mais revenons au cœur sombre d'Ivan lui-même. Comment un homme se considérant élu par Dieu, protecteur de la foi orthodoxe et dirigeant absolu, pouvait-il commettre de tels actes de violence contre sa propre chair? Beaucoup d'historiens ont spéculé sur d'éventuels troubles mentaux, comme un trouble paranoïde, une schizophrénie, une épilepsie ou même une syphilis avancée. D'autres affirment que ce sont les traumatismes accumulés durant son enfance, la solitude absolue du pouvoir et la nécessité obsessionnelle de contrôler chaque aspect de son environnement qui façonnèrent sa personnalité tourmentée. Il est certain qu'Ivan vivait en état d'alerte constant. Il ne faisait confiance à personne, pas même à sa propre famille. Il voyait partout des trahisons, dans chaque coin, et des complots dans chaque conversation. Pour lui, gouverner, c'était mener une guerre incessante. Et dans cette guerre, même les plus proches pouvaient se transformer en ennemis mortels. Et bien que son héritage soit synonyme de cruauté, certains y voient aussi un homme profondément tragique. Un réformateur visionnaire qui, rongé par ses démons intérieurs, finit par détruire tout ce qu'il aimait, y compris son propre avenir. Que reste-t-il alors d'Ivan le Terrible? Un royaume agrandi, oui, une monarchie plus centralisée, mais aussi un pays marqué par la peur, la méfiance et une succession dynastique brisée. L'héritage d'Ivan le Terrible est aussi vaste que contradictoire. C'était un réformateur brillant qui modernisa l'État russe, mais aussi un dirigeant sanguinaire qui plongea son pays dans une ère de terreur. C'était un homme profondément religieux qui ordonnait l'exécution de clercs. Un visionnaire impérial qui élargit les frontières de la Russie, mais aussi un père qui tua son fils de ses propres mains. En résumé, Ivan le IV fut un tsar qui construisit un empire sur le sang, le fer et la peur. Mais au-delà des récits dramatiques et des tableaux bouleversants, qu'a vraiment laissé Ivan le Terrible à l'histoire de la Russie? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment il transforma non seulement la structure politique du pays, mais aussi sa culture, son mental collectif et sa relation avec le pouvoir absolu. L'un des changements les plus profonds qu'il introduisit fut la centralisation du pouvoir. Avant Ivan, la Russie était un ensemble de principautés semi-indépendantes où les boyards, la noblesse, exerçaient un contrôle important sur leur territoire. Ivan, meurtri par les abus subis durant son enfance aux mains de ces mêmes élites, décida de rompre avec ce modèle féodal. À travers la création de l'Oprichnina, il établit un système parallèle de gouvernement dans lequel seuls les fidèles du tsar détenaient un véritable pouvoir. Cette mesure n'élimina pas seulement de nombreux nobles corrompus, elle posa aussi les bases d'un État autoritaire dont le pouvoir émanait exclusivement du trône. Cette centralisation permit à la Russie de devenir un État plus cohésif, capable de résister aux invasions extérieures et de s'étendre vers de nouvelles régions. Cependant, elle sema aussi la graine d'une culture politique, fondée sur la crainte révérentielle envers le leader suprême, une tendance qui perdura pendant des siècles, même sous les tsars suivants et, dans une certaine mesure, sous le régime soviétique. Un autre grand accomplissement fut la réforme militaire. Ivan comprit que pour défendre et étendre son empire, il avait besoin d'une armée professionnelle et efficace. Il remplaça progressivement les forces féodales traditionnelles, où chaque noble fournissait des soldats selon sa richesse, par une armée d'État composée de dvorian, une petite noblesse servant directement le tsar. De plus, il modernisa l'utilisation de l'artillerie, intégrant des techniques apprises auprès d'experts étrangers et améliorant la production locale d'armes. Ces réformes militaires furent essentielles pour les victoires à Kazan et Astrakhan, et elles jetèrent aussi les bases des futures campagnes en Sibérie. Mais elles eurent aussi un coût humain immense. Des milliers de civils périrent lors de ces conflits, et de nombreuses populations furent totalement anéanties ou soumises au travail forcé. Ivan mena également une réforme administrative et juridique sans précédent. En 1550, il promulgua le Sudebnik, un code juridique qui unifiait les lois à travers tout le royaume, réduisant l'arbitraire des juges locaux et instaurant un système judiciaire plus uniforme. Ce texte comprenait aussi des mesures visant à protéger les paysans contre les abus des seigneurs féodaux,
bien que, paradoxalement, ce même tsar contribuerait par la suite à les enchaîner davantage encore au système de servitude. Il encouragea aussi l'expansion de l'éducation et de la culture orthodoxe, en commanditant l'impression d'ouvrages religieux et en favorisant le développement d'écoles monastiques. Il créa le premier système postal russe, facilitant ainsi la communication entre les différentes régions de l'Empire et renforçant l'administration centrale. Par ailleurs, il soutint la construction d'églises et de monuments religieux, parmi lesquels la célèbre cathédrale Saint-Basile sur la place rouge de Moscou, érigée pour commémorer la prise de Kazan. Mais derrière chaque réforme se cachait une ombre sombre. L'Oprichnina n'était pas seulement un outil de contrôle politique, mais aussi une machine de répression qui sema la terreur dans toute la population. Des milliers de personnes furent torturées, exécutées ou disparurent sans procès. Les purges touchèrent aussi bien les nobles que les paysans, et personne n'était à l'abri du soupçon de trahison. La peur devint une monnaie courante, et la loyauté envers le tsar la seule garantie de survie. Ce climat de terreur affecta non seulement la société russe de l'époque, mais laissa aussi une empreinte culturelle durable. Pendant des siècles, le peuple russe associerait le pouvoir à la crainte, et l'image du dirigeant fort, presque divin, deviendrait un archétype récurrent dans l'histoire du pays. Ivan n'inventa pas l'autoritarisme, mais il le rendit brutal et efficace. Sa mort, en 1584, ne mit pas fin au chaos qu'il avait généré. Faute d'un héritier fort et clair après la mort de ses fils, la Russie entra dans une période de crise connue sous le nom de temps des troubles, marquée par des usurpateurs, des faux arts, des famines et l'intervention étrangère. Ce fut un rappel cruel que si Ivan le Terrible avait bâti un empire, il l'avait aussi laissé dans une position extrêmement fragile. Dans la page suivante, nous explorerons comment l'image d'Ivan fut réinterprétée au fil des siècles, passant d'un personnage sombre à un symbole ambigu de l'identité russe. La figure d'Ivan le Terrible ne laissa pas seulement une marque dans l'histoire politique et sociale de la Russie, mais aussi dans son imaginaire culturel. Au fil des siècles, son nom fut réinterprété, mythifié et utilisé comme un miroir reflétant les tensions internes du pays. À chaque époque, Ivan fut représenté différemment, tantôt tyran cruel, tantôt patriote visionnaire, tantôt fou sanguinaire, tantôt dirigeant tragique ayant sacrifié son humanité au bien de l'État. L'une des premières tentatives sérieuses d'analyser Ivan au-delà des récits officiels eut lieu au XIXe siècle, lorsque des écrivains et penseurs russes commencèrent à débattre de l'identité nationale. Pour certains, comme Nikolaï Karamzin, historien conservateur, Ivan était un tsar nécessairement rigoureux qui fit face à des temps turbulents avec fermeté. D'autres, comme Alexandre Herzen, critique de l'absolutisme, le voyaient comme le symbole du despotisme russe, freinant le progrès vers des modèles plus libéraux. Mais ce fut dans la peinture qu'Ivan acquit sa dimension la plus dramatique. Le tableau, le tsar Ivan et son fils Ivan d'Ilya Répine, mentionné plus haut, devint une image iconique du conflit entre pouvoir et paternité, entre violence et repentir. Peinte en 1885, cette toile ne capturait pas seulement l'horreur de l'acte commis par Ivan, mais symbolisait aussi quelque chose de plus profond, la relation toxique entre l'État et son peuple. Beaucoup y virent dans le tsar comme une métaphore du système oppresseur qui finit par détruire ses propres enfants. Au cinéma, Ivan a aussi eu une présence marquante. L'œuvre la plus célèbre est le film en 2 parties, Ivan le Terrible, réalisé par Sergei Eisenstein entre 1944 et 1958. Staline commanda personnellement ce film, voyant en Ivan une analogie avec sa propre vision du leadership autoritaire. Eisenstein représenta Ivan comme un dirigeant visionnaire, confronté à des complots constants, tout en cherchant à bâtir une Russie forte. Toutefois, le projet fut censuré et jamais officiellement achevé, car Staline craignait que certaines scènes puissent être interprétées comme une critique du régime soviétique. Cette ambiguïté dans la perception d'Ivan demeure aujourd'hui. Dans la Russie contemporaine, certains le considèrent comme un précurseur de l'ordre fort,
allant jusqu'à justifier sa cruauté comme nécessaire pour maintenir l'unité du pays. Certains groupes nationalistes sont même allés jusqu'à l'idéaliser comme un défenseur de l'orthodoxie et de l'identité russe face aux influences étrangères. En revanche, les historiens indépendants et les médias occidentaux le présentent majoritairement comme un dirigeant brutal, dont l'héritage compte des milliers de morts, et un traumatisme collectif qui continue d'affecter la société russe. Mais peut-être l'un des aspects les plus fascinants de la mémoire historique d'Ivan réside dans son influence sur la psychologie collective russe. Sa figure incarne ce débat intérieur éternel sur le pouvoir. Doit-il s'exercer avec dureté et contrôle absolu, ou bien doit-il s'ouvrir à la participation et au dialogue? Cette tension entre autoritarisme et réforme a marqué une grande partie de l'histoire politique du pays, depuis les tsars suivants jusqu'à l'époque soviétique et le gouvernement actuel de Vladimir Poutine. En outre, Ivan est devenu un personnage récurrent dans la littérature fantastique et d'horreur russe. Des écrivains comme Vladimir Sorokin et Boris Akounine l'ont réimaginé dans des contextes surréalistes, dystopiques, voire même comiques, montrant comment son ombre demeure vivante dans la culture populaire. Même dans les jeux vidéo, les séries animées ou les bandes dessinées, Ivan apparaît comme une figure mythique, presque diabolique, qui incarne à la fois le génie et la folie de l'âme russe. Ce processus de réinterprétation ne cesse pas. Chaque nouvelle génération semble éprouver le besoin de repenser Ivan, non seulement en tant que personnage historique, mais aussi comme un miroir reflétant ses propres angoisses, traumatismes et aspirations politiques. C'est un rappel que le passé n'est ni mort ni enterré. Il vit dans les institutions, dans les discours du pouvoir et dans les histoires que nous racontons sur nous-mêmes. Mais derrière toutes ces couches culturelles et symboliques, subsiste une question fondamentale. Qui fut vraiment Ivan? Un tyran malade? Un dirigeant tragique? Ou simplement un homme brisé par le poids d'une couronne qui brûlait? À la fin du chemin, Ivan le Terrible reste une énigme. Un homme qui gouverna à la fois par l'épée et la croix, qui aima et détruisit, qui modernisa la Russie tout en la plongeant dans la terreur. Sa vie fut un combat constant, contre les boyards, contre ses ennemis, contre son propre esprit, et finalement contre son propre fils. Il ne fut pas seulement un tyran ni uniquement un réformateur. Il fut les deux à la fois. Un tsar qui croyait fermement en sa mission divine, mais qui agit comme un bourreau. Un dirigeant qui appelait à l'unité, mais sema la peur. Un père qui tua par jalousie. Un homme qui cherchait le contrôle absolu, mais qui ne parvint jamais à dominer ses démons intérieurs. Son héritage est à la fois vaste et sombre. La centralisation du pouvoir, l'expansion territoriale, les réformes militaires et administratives font de lui l'un des artisans de l'État russe moderne. Mais il laissa aussi des cicatrices profondes. La peur institutionnalisée, la méfiance envers le pouvoir, la culture du silence face à l'oppression. Ivan ne modifia pas seulement l'histoire politique de la Russie, mais aussi sa psyché collective. Son ombre s'étend bien au-delà des manuels d'histoire. Elle vit dans chaque débat sur l'autoritarisme, dans chaque crise identitaire nationale, dans chaque représentation culturelle qui réinterprète sa figure. Il est à la fois un monstre et un symbole, un mythe qui refuse de mourir. Et bien que nous connaissions aujourd'hui davantage sa vie, ses actes et ses motivations, quelque chose demeure inaccessible. Comprendre vraiment ce qui se passait dans son esprit, lorsqu'il ordonnait de faire bouillir ses ennemis, lorsqu'il frappait son fils, ou lorsqu'il marchait seul dans les couloirs du Kremlin, entouré d'ombres que lui seul pouvait voir. Car Ivan le Terrible n'était pas qu'un homme. Il était une tempête incarnée.